Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Emmanuelle Panetier, je suis chef de projet économie circulaire au sein du Valtom. Et donc, ce matin, j'interviens avec Pierre Ravel, vice-président du Valtom à l'économie circulaire, pour vous présenter la démarche de mobilisation citoyenne dans le cadre du projet Pampa. Alors, Monsieur Ravel, je ne sais pas si vous êtes, vous avez mis votre micro. Alors, je vais laisser la main pour commencer en fait la présentation à Monsieur Ravel. Par contre, Margot, je n'arrive pas à dérouler le diaporama. Si tu cliques, attends déjà, je vais réactiver peut-être. Ah, ça y est, ça marche. Ouais, c'est bon, parfait. Et normalement, là, vas-y, Emmanuel, si tu cliques sur mon écran, en bas à gauche, tu as des petites flèches, je ne sais pas si tu les vois. Elles sont en transparence, mais elles sont en bas à gauche de l'écran. Voilà. Ah oui, d'accord, effectivement. OK. Voilà. Donc, Monsieur Ravel, je vous laisse la main sur la présentation du Valtom, si vous voulez bien. Oui, alors juste quelques mots. Pierre Ravel, donc je me présente. Je suis vice-président à l'économie circulaire au Valtom et je suis aussi président d'un syndicat de collecte d'environ 100 000 habitants. Alors, juste quelques mots sur le Valtom, parce que j'ai cru comprendre qu'on était un peu chronométré. Le Valtom, c'est un syndicat qui existe qui est installé depuis 1997 et c'est un important syndicat de valorisation et de traitement. Alors, ça prend 700 000 habitants, c'est l'ensemble du département du Puy-de-Dôme et une partie du nord de la Haute-Loire. Il est composé de 9 collectivités adhérentes qui ont la compétence collecte. Et nous sommes labellisés territoire à zéro déchet, zéro gaspillage. Nous avons en place un contrat d'objectifs déchets d'économie circulaire, un schéma territorial de gestion des déchets organiques et on travaille d'ailleurs un nouveau schéma pour les années 2022-2026. Juste pour dire que le Valtom, c'est une structure qui a mis en place à peu près tous les moyens techniques qui existent. On a un pôle multi-filière de traitement et de valorisation, que ce soit mécanique, que ce soit biologique. Nous produisons de l'électricité avec l'incinérateur, une production de biogaz, production de compost, de mâche-fer, etc. Nous sommes en capacité, nous avons les moyens techniques en gros de répondre à pratiquement toutes les questions qui se posaient dans le traitement du déchet. Et on s'aperçoit que malgré cette capacité à la collectivité de répondre systématiquement aux besoins de nos concitoyens, il est maintenant nécessaire de réduire. Et pour réduire les déchets, quand bien même on mettra en place X moyens techniques qui ont bien sûr des coûts et qui représentent des sommes importantes pour l'ensemble de nos concitoyens, il faut trouver des moyens, des solutions pour réduire. Pour réduire, la seule solution, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait une participation citoyenne qui soit conséquente, importante. Il faut qu'il y ait une mobilisation, il faut qu'il y ait des co-constructions de projets. Et c'est au travers de cet état de pensée, en tout cas, que le projet Pampa s'est mis en œuvre. Jusqu'à présent, les collectivités étaient en capacité de répondre avec force de moyens à l'ensemble des problématiques qui étaient posées. Là, dans l'idée de réduire et de réduire des déchets de façon conséquente, ne serait-ce que pour simplement répondre aux injonctions de l'État en règle générale, il nous faut trouver des solutions. Et une des pistes, en tout cas pour nous, pour ce qui est de la collecte, sur la collecte et du verre, c'était de trouver des solutions pour réinstaller la consigne. Et c'est cette démarche que va nous expliquer Emmanuel, qui a été mis en place qui a démarré il y a déjà 3 ans, je crois.
Oui, merci, Monsieur Ravel. Donc, voilà, je continue effectivement en vous présentant le contexte en fait qu'il y a eu autour de la création de ce projet Pampa. Donc, au niveau des déchets sur le territoire du Valtom, 31 kilos de verre par habitant et par an ont été collectés par le biais des colonnes à verre. Donc ça, ce sont les chiffres pour 2018, donc à l'époque de la naissance du projet Pampa. Et en plus de ces 31 kilos, on a encore 9 kilos en fait, qui ne sont pas triés et qui se retrouvent dans la poubelle d'ordures ménagères, ce qui revient à traiter en fait 6200 tonnes sur le pôle de valorisation Vernéa. Donc en fait, ça a un coût bien sûr pour la collectivité qui s'élève à près de 350 000 €, comprenant à la fois le coût de traitement et les taxes. Donc ce projet, il s'inscrit également dans un contexte réglementaire et politique, puisque la loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de réduction des déchets ménagers et assimilés de 10% en 2020 par rapport à 2010, et son article 70 incite au développement de dispositifs de réemploi du verre. C'est en effet une des possibilités pour agir sur les quantités de déchets de verre en réintroduisant les systèmes de consigne. De plus, face au projet de loi sur la consigne pour recyclage, c'était aussi un moyen pour la collectivité de souligner son engagement pour des alternatives telles que la consigne pour réemploi. Voilà, et donc enfin, la réintroduction d'un projet de consigne permet donc de réduire les quantités de bouteilles en verre et les coûts de valorisation et de traitement associés, aussi tout en créant en fait une activité économique locale créatrice d'emplois. Donc c'est vraiment de multiples bénéfices pour le territoire. Alors, donc ce projet Pampa, il a vu le jour, enfin les prémices en tout cas ont lieu en 2017 avec une première étude d'opportunité sur la création d'un projet de consigne pour réemploi sur le territoire. Cette étude en 2017, elle confirme en particulier l'intérêt environnemental d'un projet de consigne local, c'est-à-dire dans un rayon d'action de 250 km. Suite à cette étude, le Valtom initie un groupe de travail réunissant différents partenaires et des collectivités adhérentes, et donc lance une seconde étude pour préciser en fait les conditions économiques nécessaires à ce type de projet. Et donc cette étude, elle affirme le besoin de couplage avec d'autres prestations qui permettent en particulier de mettre en place une logistique inverse. Donc en fait, à ce moment-là, le projet a été repensé pour créer un pôle de mutualisation d'achat, de logistique et de lavage du verre à destination des producteurs locaux. Donc par producteurs locaux, on entend les... Excusez-moi, il y a un souci sur le diaporama qui passe. Voilà, on va y arriver. Désolée. Donc, par producteurs locaux, on comprend les viticulteurs, les brasseurs, ça peut être aussi les apiculteurs, les producteurs de jus de fruits, etc. Donc, c'est vraiment très large. Donc ensuite, à la suite de ces études, et pour pouvoir réaliser ce projet, il a été décidé par le groupe de travail de créer une association de préfiguration, donc, qui s'appelle la Pampa, qui est l'acronyme de Pôle d'activité mutualisée des producteurs auvergnats. Et cette association, elle a pour objectif de mobiliser tous les acteurs du territoire, de rechercher des financements pour réaliser une étude technique et réaliser les premières expérimentations de collecte et lavage, et de mettre en place un plan d'action sur une durée de 2 ans pour aboutir à la création, in fine, d'une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, et donc l'Assemblée générale qui a entériné la constitution de l'association a eu lieu le 21 octobre 2020.
Donc, ce collectif, en fait, regroupe des acteurs assez variés, hein, des producteurs, des distributeurs, bien sûr, mais également donc, des collectivités, comme le Valtom, mais aussi comme une commune locale, Saint-Germain-Lembron, des têtes de réseau, comme Bio63, la FR-CIVAM ou la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Donc, comme je vous le disais, en fait, l'objectif premier de ce projet, c'est de remettre en place un système de consigne à l'échelle du territoire auvergnat. Mais pour cela, en fait, ça nécessite aussi de développer d'autres projets. Donc, la Pampa, en fait, elle s'appuie sur un atelier de lavage déjà existant porté par Avenir Insertion, qui est donc une structure qui fait appel à des personnes en insertion et qui développe différents services. Mais l'objectif, c'est également de développer un second atelier, d'ouvrir un second atelier de lavage qui, lui, en fait, permet de laver tous les contenants à petit goulot, c'est-à-dire les contenants type bouteille de vin, en fait. Parce qu'actuellement, l'atelier de lavage existant, lui, est dédié à ce qu'on appelle les contenants à gros goulot, donc type bouteille de jus de fruits, bocaux, pots de miel, voilà, ce type de contenant. Et donc, le quatrième projet au sein de Pampa, c'est de créer une plateforme d'achat mutualisée pour les producteurs et les transformateurs, voilà, pour permettre d'acheter en commun des articles type couvercle, verrerie et autres produits. Pardon. Ah, j'ai encore un souci de passage. Voilà, on va y arriver. Désolée. Donc, pour réaliser en fait le plan d'action permettant d'aboutir à la création de la SIC, 6 groupes de travail ont été mis en place pour réaliser toutes les expérimentations pendant ces 2 ans. Donc, il y a le groupe de travail qui comprend en fait les producteurs, un autre qui travaille avec les distributeurs, celui qui s'occupe plutôt des questions de lavage, un groupe de travail sur la logistique. Donc là, il n'apparaît pas sur le schéma, mais on a un groupe de travail gouvernance qui va coordonner le travail de tous ces groupes. Et donc le groupe de travail citoyen qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Et donc dans le fonctionnement, en fait, chaque groupe de travail est piloté par des structures différentes. Et donc le Valtom, lui, s'occupe du groupe de travail citoyen. Et donc chaque groupe de travail traite des problématiques afférentes à sa cible, mais reste bien sûr connecté aux autres groupes par des temps de coordination collectifs. Alors, donc le groupe de travail citoyen. Donc, d'abord, pour comprendre en fait les objectifs qu'on s'est fixés en créant en fait ce groupe de travail citoyen. Donc, c'est plusieurs objectifs du point de vue du collectif Pampa. C'est d'abord de s'appuyer en fait sur un échantillon de citoyens pour mieux connaître leur réticence à adopter la consigne, s'il y en a, et trouver avec eux des solutions pour lever ces freins et faciliter l'adoption de la consigne. C'est également de définir avec ce groupe de citoyens les actions qui leur semblent nécessaires au déploiement de la consigne et les outils adaptés, type outils de communication. Le troisième objectif, c'est de permettre aussi, grâce à ces citoyens mobilisés et convaincus de l'intérêt de la consigne, d'avoir en fait un groupe d'ambassadeurs du projet qui vont sensibiliser d'autres consommateurs avec une approche de pair à pair. C'est toujours plus facile de convaincre quand on parle à quelqu'un à son même niveau, on va dire, que plutôt qu'une structure qualifiée d'experte. On se sent mieux compris, on va dire. Et donc, le dernier point, c'est l'objectif en fait, général du groupe, à savoir sensibiliser les consommateurs au sujet de la consigne et du caractère local du projet pour permettre, in fine, le déploiement large de la consigne pour réemploi en Auvergne.
Donc, pour préciser aussi, voilà, on utilise le terme de consommateur car nous avons en fait opté pour une action par étape concernant l'adoption du système par les consommateurs. L'idée, c'est d'abord de toucher les consommateurs qui ont déjà des habitudes de consommation dans des lieux considérés comme engagés, type magasin de producteurs, magasin bio, vrac. Et puis, une fois qu'on aura une base de consommateurs utilisant la consigne qui est suffisante pour que le projet ait une assise solide, alors on pourra s'atteler à aller toucher des consommateurs plus éloignés en fait, de ces questions, de ces sujets, tels que ceux qui consomment plutôt dans la grande distribution et qui vont être sans doute plus difficiles à mobiliser et à convaincre. Donc, pour rentrer maintenant un peu plus dans le concret du fonctionnement de ce groupe de travail, donc pour conduire en fait ce groupe de travail, en plus du Valtom qui le pilote, nous avons fait appel à un prestataire extérieur qui est spécialisé en matière de communication. Enfin, c'est un média local sur l'innovation et les territoires. Donc, l'idée, c'est notamment d'avoir un appui pour adapter les méthodes d'animation au grand public, ainsi tout simplement que le vocabulaire et les manières de communiquer pour toucher le grand public. Puisque, bon, en tant que collectivité, nous avons plutôt tendance à utiliser un jargon, un vocabulaire institutionnel qui peut ne pas toucher le grand public, voilà, exclure certaines personnes en fait, qui sont éloignées de ces formes de communication. Donc concrètement, comment fonctionne ce groupe de travail et quels en sont les principes phares? Donc nous sommes partis sur un objectif de 5 à 6 temps d'atelier avec les citoyens. Le terme d'atelier impliquant qu'on mette en place des temps de co-construction avec un format également dynamique et participatif. L'idée, c'est de donner envie aux gens, après leur journée de travail, de venir passer du temps à réfléchir avec nous à un sujet qui est quand même complexe. Donc, on essaie de rendre ce temps dynamique, de varier les interventions et de varier les formats d'échange. L'aspect participatif contribue à ce dynamisme et implique aussi de réellement prendre en compte les propositions des citoyens qui se sentent véritablement acteurs du projet. La convivialité, c'est aussi un élément fondamental. Les citoyens vont donner du temps à ce projet et pour qu'ils le vivent aussi comme un temps agréable, ça passe par cet aspect convivial qu'on instaure via un climat d'échange simple entre eux et nous et par un pot à l'issue de l'atelier pour mieux faire connaissance et tisser des liens. Ensuite, pour que les propositions des citoyens soient réellement utiles au projet et puissent s'intégrer à la réflexion globale, c'est aussi important de les inclure le plus en amont possible du projet. Donc, nous avons choisi de lancer en fait ce groupe de travail citoyen en même temps que les autres, partant du principe que les réflexions des citoyens doivent avancer au même rythme que les autres groupes et permettent d'alimenter les réflexions et décisions générales. Nous avons aussi choisi de permettre aux citoyens d'intervenir dans le projet à n'importe quel moment. En effet, certaines personnes peuvent être plus intéressées par tel ou tel sujet et pas forcément par tous les sujets qu'on va traiter au sein du groupe citoyen, ou bien tout simplement ne sont pas disponibles à toutes les dates de réunion. Mais on considère que chaque participation compte et est importante. Et pour ces raisons, chacun peut s'impliquer au moment où il le souhaite et où il le peut. Donc par contre, pour ne pas perdre de temps à chaque atelier à revenir sur ce qui a été fait et décidé avant, pour ne pas susciter l'agacement de ceux qui s'impliquent en continu, on prévoit en début de réunion un temps rapide de retour sur les décisions et informations antérieures. Et puis, on met aussi à disposition des personnes qui suivent ce groupe les comptes rendus et documents présentés auparavant pour que chacun puisse en prendre connaissance et savoir ce qui a déjà été dit et fait. Donc, pour continuer sur le format et le cadre du travail, il nous a semblé également important pour générer un sentiment d'appartenance à un collectif et également pour bien coordonner les différents groupes de travail,
d'intégrer dans les ateliers avec les citoyens des interventions des autres acteurs du projet, donc c'est-à-dire distributeurs, producteurs. Voilà, pour que vraiment ça fasse le lien avec les autres acteurs. Et donc, quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on envisage, c'est de coupler à un atelier ou plusieurs des visites de sites, notamment les sites de lavage, pour que les citoyens se rendent mieux compte du projet, en fait, et de ce qu'il est concrètement. Et pour terminer donc, sur ces aspects de format et cadre de travail, donc on avance en fonction de ce que veulent faire les citoyens, de leurs attentes, de leur envie d'implication. Et bien sûr, tout en restant dans les objectifs qu'on s'est fixés en tant que collectif Pampa et suivant les attentes des autres groupes de travail. Donc en fait, c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver, mais si on veut vraiment faire de la co-construction, ça passe par le fait de laisser une page blanche, ou en tout cas certaines pages blanches pour qu'elles soient remplies par les envies des citoyens. Voilà, donc je vous ai mis en image pour illustrer cette partie un exemple de questions qu'on leur a posées au début, au premier atelier, pour savoir en fait ce qui les motivait à participer et à la fois garder ça en tête pour avancer, mais aussi vérifier si les personnes présentes sont bien aussi en phase avec les objectifs que nous on poursuit dans le groupe de travail. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour mobiliser ces citoyens? Donc, tout d'abord, la cible qu'on visait, elle est large, en fait, puisqu'on n'avait pas de profil précis recherché. Au contraire, on souhaite avoir une variété de profils pour avoir une représentativité la plus large possible des comportements face à la consigne. Donc, en matière de communication, on est parti sur 2 étapes pour s'assurer en fait qu'à la première réunion, il y ait quand même des participants et que ce ne soit pas un flop. On a d'abord en fait ciblé des personnes à contacter pour les inviter à participer. Donc des personnes qu'on sait intéressées par le sujet, qu'on sait avoir des habitudes de mobilisation à des temps de ce type. Et donc là, les prises de contact se sont faites par téléphone ou par mail essentiellement. Et donc, une fois qu'on a eu quelques personnes comme base de participants à ce premier atelier, on a ensuite élargi en fait la communication au grand public, à tout le monde, principalement sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Twitter, sur les sites internet, donc celui du Valtom et celui des partenaires du projet, et par des mailings larges à tous les contacts qu'on pouvait avoir. Donc, l'avantage, bien sûr, de passer par les réseaux sociaux, c'est c'est un outil, un moyen de communication vraiment adapté au grand public. Et ça permet aussi d'avoir un effet démultiplicateur, puisqu'on peut faire des liens avec des structures qui peuvent être intéressées par ce sujet, les partenaires du projet. Donc voilà, c'est ce que je vous ai mis là sur l'image du diaporama, c'est qu'il y a plein de liens qui sont faits pour démultiplier vraiment la communication sur l'événement. Donc ensuite, pour que les personnes soient disponibles autant en atelier, il faut aussi évidemment les organiser à des moments adaptés pour le grand public. Donc nous avions hésité en fait à le faire en fin de journée ou alors plutôt un samedi. Et nous avons consulté en fait une partie des personnes, des participants en fait à ce sujet. Et la plupart préféraient plutôt des réunions en soirée. Donc voilà, on a conservé ce mode de fonctionnement-là. Pour le lieu aussi, c'est important de réfléchir à quel endroit on souhaite mettre en place ces réunions. L'idée pour nous, c'était de trouver un lieu central, mais en fait, notre territoire d'action, il est vraiment vaste, parce que c'est toute l'Auvergne. Donc, c'est difficile, on ne peut pas trouver un lieu qui convienne à tout le monde. On a pris le parti de le faire à Clermont-Ferrand, la ville principale, pour essayer d'avoir le maximum de participants. Donc, ça limite forcément la participation des personnes qui habitent en milieu rural ou même en agglomération. Alors, les résultats qu'on a obtenus jusqu'ici, donc pour l'instant, il faut bien avoir en tête qu'on a
On a mis en place vraiment 2 ateliers qui ont eu lieu, donc on est vraiment au début de l'expérience. Mais donc voilà, on constate déjà qu'on a une base de personnes intéressées par le projet qui est assez intéressante, avec 70 contacts. Sur ces 70 contacts, il y en a une vingtaine en fait à qui nous envoyons, qui répondent en fait régulièrement au formulaire d'inscription pour savoir si, quelles personnes viendront à l'atelier ou pas. Et donc, en effectif réel pour le premier atelier, on a eu une vingtaine de participants, ce qui correspondait au nombre d'inscrits. Par contre, pour le second, on a eu plutôt une dizaine de personnes, donc un peu moins que le nombre d'inscrits, mais ça s'est aussi passé au moment où il y avait une recrudescence des contaminations Covid, donc ce qui explique aussi la baisse de participants à cet atelier. Et donc, comme nous le souhaitions, en fait, nous avons des profils variés qui participent, aussi bien des étudiants, des actifs, des demandeurs d'emploi, des entrepreneurs, des associations, des enseignants, des personnes jeunes, des moins jeunes. Voilà, c'est vraiment très varié. Et donc, leurs motivations, elles sont également variées, du souhait de s'impliquer pour la réduction de l'usage du plastique, en passant par le goût de s'impliquer tout simplement dans des projets de territoire, ou bien d'avoir envie de mieux comprendre ce qu'est la consigne et le projet Pampa. Donc, le premier atelier a permis de définir des grands thèmes de travail qui forment en fait le sujet des futurs ateliers. Et nous avons pu aussi valider un mode de fonctionnement avec les citoyens, c'est-à-dire faire un benchmark pour chaque sujet pour ne pas réinventer ce qui existe déjà, proposer un éclairage d'un autre acteur du projet pour mieux comprendre le fonctionnement et les implications de ce qu'on décide, et puis un temps type atelier pour co-construire ensemble. Voilà, donc pour terminer, les conseils qu'on peut donner à ce stade, en étant qu'au démarrage du projet, c'est de se faire accompagner si on n'a pas les compétences en interne, bien sûr, ou si on a besoin d'un appui, d'impliquer les citoyens le plus en amont possible du projet pour que tout ce qui va être décidé soit bien en adéquation avec l'avancée du projet. Être clair en fait sur l'objectif et le niveau d'implication attendu. C'est ce qu'expliquait Claire dans les différents niveaux de participation des citoyens. Et je le dis d'autant plus que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été bien fait de notre côté. À quel niveau on est? Est-ce qu'on est dans de la consultation, dans de la co-construction? Donc, c'est important pour qu'il n'y ait pas après de déception par rapport à ce que peuvent amener comme proposition les citoyens et si elles sont plus ou moins prises en compte. Donc, le format convivial et participatif, les horaires et jours adaptés au grand public, le mode de communication, le suivi des échanges et contributions pour que chacun puisse avoir toutes les informations sur le déroulé du projet et du travail mené. Et puis, tenir ses engagements par rapport à ce qu'on leur annonce au départ de ce qu'on attend de cette participation, de cette contribution de leur part, tout en étant en adéquation avec l'évolution des autres de travail. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute.